Bienvenue sur votre nouveau rendez-vous Enjeu sur Banamekili, votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité politique, diplomatique et géostratégique. Surtout, soyez fidèles. Sur le fait que le mouvement des combattants ou tout simplement cet élan de résistance doit rester attentif au fait que, en face de ça, il y a des gens qui déploient des moyens importants pour les réduire au silence. De la même manière, si Joseph Kabila arrive à se rendre utile, ce que dit aujourd'hui la communauté internationale peut ne plus être valable dans 1 an et demi ou 2 ans. Donc tout cela est question d'opportunité. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant et ne pas prendre pour argent comptant ce que fait la communauté internationale. Mais il faut une triple dynamique, je l'ai rappelé. Il faut qu'en interne l'opposition soit véritablement unie. Il faut qu'au niveau régional, il y ait une prise de conscience au niveau de l'Afrique et de la sous-région sur la nécessité de promouvoir l'alternance démocratique. Et puis il faut qu'au niveau de la communauté internationale, il n'y ait pas de voix discordante s'agissant de la nécessité pour Joseph Kabila de respecter la lettre et l'esprit de la Constitution. Papa Henri, bonjour. Bonjour, Jano. Nous avons vu que M. Kabila, la semaine passée, a convoqué les ambassadeurs pour les sermonner concernant les combattants et aussi par rapport aux réunions qui pourraient se faire dans des ambassades entre l'opposition et les émissaires étrangers. Et les diplomates étrangers, pardon. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Y a-t-il une crainte de Kabila? Et c'est dû à quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il est clair que tout cela dénote une forme d'agitation. Je note par ailleurs que ce n'est pas très courant qu'un chef d'État convoque les ambassadeurs des pays accrédités dans son pays. En règle générale, c'est le ministère des Affaires étrangères du pays accréditaire qui reçoit les ambassadeurs du pays accréditant. Mais bon, passons, puisque cela fait des années que la RDC innove en matière de diplomatie. Non, je note simplement que, là encore, le président de la République a manqué véritablement une occasion de s'abstenir d'agir de la sorte. D'abord parce que nous qui avons suivi depuis longtemps les péripéties diplomatiques de la RDC, nous remarquons qu'il est beaucoup plus facile de convoquer les ambassadeurs des pays étrangers qui reçoivent des opposants dans leurs ambassades plutôt que de convoquer des ambassadeurs de pays qui agressent la RDC ou qui faillissent en tout cas à leurs devoirs, notamment le Congo-Brazzaville, de pouvoir en tout cas prévenir les autorités compétentes de leurs intentions d'expulser nos compatriotes. Tout cela n'est pas très sérieux et la suite nous montre très bien que le message qui a été délivré aux ambassadeurs qui ont été convoqués, puisqu'il faut appeler cela ainsi, n'est pas passé, puisque les opposants ont été reçus par ces mêmes ambassadeurs avec leurs envoyés spéciaux. Ne voulait-il pas peut-être anticiper, ou il aurait su que peut-être que le message de Ruiz Feingold serait un message mauvais et il a peut-être voulu anticiper tout simplement? On n'anticipe pas de cette manière-là, parce que c'est vraiment méconnaître le fonctionnement et le mécanisme des relations internationales. Pour agir comme il l'a fait, il aurait dû se rendre compte que le rapport de force ne lui était pas favorable. Or, là, en allant à l'affrontement avec la communauté internationale, il est clair qu'il était perdant. J'aurais préféré une réaction vigoureuse lorsque nous avons été malheureusement témoins de ces expulsions massives à l'égard du Congo-Brazzaville, plutôt que de s'inquiéter de la tenue de réunions entre l'opposition et certains ambassadeurs, voire certaines organisations internationales. Tout cela n'est pas très sérieux. N'est-ce pas une agitation de fin de règne? Oui, probablement. Je vous rappelle quand même que le voyage de Joseph Kabila à Paris s'est plutôt bien passé, puisque certains présageaient ou prédisaient le bâton plutôt que la carotte. Peut-être qu'il est revenu requinqué et peut-être un peu trop sûr de son fait. Ne dira-t-on pas peut-être que les Français ne voulaient le mettre en confiance et laisser
le message aux Américains? Probablement, il y a probablement une répartition tacite des rôles à ce niveau-là, avec effectivement les Américains qui sont très en pointe sur ce dossier, mais je rappelle qu'il est important qu'à ce niveau-là, il y ait, je l'ai rappelé ici d'ailleurs il y a quelques semaines de cela, il faut qu'il y ait une triple dynamique convergente au niveau interne, je pense qu'on y reviendra, avec l'opposition, les forces vives et sociales, une dynamique régionale où là aussi il faut qu'il y ait une prise de conscience africaine sur la nécessité pour tous les chefs d'État concernés de respecter la lettre et l'esprit de la Constitution lorsqu'ils sont en fin de mandat, et puis au niveau international qu'il n'y ait pas, disons, de décalage ou en tout cas de divergence quant à la nécessité de voir la RDC connaître un cycle électoral normal, donc sans Joseph Kabila, puisque ce dernier ne peut pas se représenter. Qu'est-ce que vous pouvez dire, n'est-ce pas un aveu d'échec ou un aveu de faiblesse, pardon, par rapport aux combattants, puisqu'il a aussi pointé les combattants en disant que voilà, si vous voulez des relations avec le Congo, vous avez intérêt à mettre hors d'état de nuire. Je pense que Joseph Kabila est très mal placé pour donner des leçons de morale à des représentants de pays qui, eux, pratiquent la démocratie. Donc, ici, en Europe ou ailleurs, les manifestations sont tolérées. Bien sûr, il faut les encadrer, mais de là à faire pression sur ces ambassadeurs pour que leur gouvernement puisse mettre hors d'état de nuire les combattants ou toute personne hostile à son pouvoir, je crois que là, Joseph Kabila se trompe véritablement d'époque. En 2014, on ne sort pas de ses gonds pour ce genre de sujet. Tout le monde sait que la liberté d'expression, de réunion, d'association est gravée dans le marbre. Donc c'est un comportement qui est en total décalage avec les pratiques d'aujourd'hui. Alors, M. Malou Malou, que nous avons vu, bien sûr, nous savons que roule plus pour M. Kabila parce qu'il fait partie de la famille présidentielle, a essayé par plusieurs manœuvres, de prolonger l'échéance présidentielle. Et nous voyons ici que M. Riesfengold l'a pris à son propre jeu en disant que voilà, les plus importants des élections, ce n'est pas les provinciales ou les communales comme vous voulez faire. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez organiser les élections présidentielles en 2016. Vous voyez que maintenant, l'argument que M. Malou Malou avait pour essayer de parler de recensement qui allait prendre du temps et tout ça, vous ne voyez pas qu'il a été lui-même attrapé à son propre jeu. Et qu'est-ce que vous pouvez Absolument. Alors, ce que je peux dire d'emblée, c'est que d'abord le calendrier qui a été proposé par Malou Malou laisse penser qu'il y a dans son esprit un recensement à géométrie variable. Admettons effectivement que les élections locales aient lieu dans les délais, ce qui serait miraculeux, même si à titre personnel je n'y crois pas du tout. Allons-nous aller vers ces élections sans qu'il y ait eu un recensement? Est-ce à dire que le recensement n'est important que lorsqu'on va pour les élections présidentielles et législatives, et pour les élections locales, on peut faire tout et n'importe quoi? Premier élément. Je vous rappelle quand même que c'est le 3e cycle électoral de l'ère post-transition. Je parle de la transition issue du fameux schéma 1+4. Le premier cycle électoral, c'est le cycle 2006-2008. Il était déjà prévu à l'époque des élections locales qui n'ont jamais eu lieu. Puis il y a eu le 2e cycle électoral, 2011-2013. Nous sommes en 2014. Nous attendons toujours les élections locales, avec en toile de fond évidemment un arriéré électoral qui n'en finit pas de se prolonger. Je vous rappelle notamment que aujourd'hui les gouverneurs de province sont hors mandat depuis maintenant bientôt 3 ans, que le Sénat est hors mandat depuis maintenant 2 ans, et si on programme des élections provinciales pour, admettons, 2016, admettons, eh bien, vous aurez des députés, enfin des sénateurs, pardon, et des gouverneurs de province qui auront quasiment fait un double mandat à l'œil, donc gratuitement, sans avoir été confrontés au suffrage universel. Alors, je l'ai dit, je l'ai répété, je pense que l'hypothèse d'une modification de la Constitution me paraît de moins en moins certaine, et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui entourent Joseph Kabila jouent beaucoup plus, je dirais, l'extension du mandat. Et cela peut s'avérer plus aisé, plus facile à faire,
puisque l'article 70 dispose notamment que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'élection de son successeur, même si on ne sait pas quand, mais à ce niveau-là, il est protégé, effectivement. Alors, un recensement normal ou sérieux doit prendre normalement 3 ans. Si on avait décidé de faire un recensement selon les recommandations des fameuses concertations nationales, il aurait fallu les commencer à la fin de l'année prochaine pour être en ordre pour 2016. Or, aujourd'hui, nous voyons très bien qu'il n'y a aucune volonté politique d'aller au recensement. Et c'est pour cette raison que le calendrier Malou Malou vient un peu noyer le poisson dans l'eau en créant une diversion, celle des élections locales qui, je vous le dis comme je le pense, n'auront pas lieu dans les délais, ce qui permettra de jouer sur cette sorte de mise en demeure de la communauté internationale qui semble dire il faut absolument aller aux élections, faute de quoi vous n'aurez pas de financement. C'est précisément ce que recherche le pouvoir actuel, c'est se passer de financement de la communauté internationale. C'est un piège dans lequel la communauté ne doit pas tomber, puisque c'est la seule chose que eux attendent. Qui dit absence de financement dit nécessairement report de scrutin. Et donc, pas de recensement, pas d'élection, et un maintien, donc un statu quo. Et maintenant qu'on commence à nous parler ça et là, ce que j'entends certains dans la classe politique nous parler d'un dialogue politique, alors qu'on sort de concertation. Enfin, voilà. Avec le gouvernement qui ne serait pas un joker, parce qu'un joker que M. Kabila tiendrait, dans la mesure où, quand on arriverait vers peut-être fin 2015, ou début 2015 ou fin de cette année, de dire voilà, nous allons mettre en place un gouvernement d'union nationale avec, qui doit durer peut-être 3 ans. Mais Joseph Kabila, il faut quand même rappeler les choses à l'attention de nos amis internautes, c'est que Joseph Kabila, quelles que soient les critiques que nous puissions formuler à son endroit, est la clé de voûte des institutions de la RDC. Et il est donc le centre de gravité de la vie politique nationale. Donc ça veut dire qu'il a véritablement la maîtrise de l'agenda politique intérieur. C'est effectivement un joker qu'il dispose entre les mains, un puissant joker. Vous savez que normalement, dans les prochains jours, un gouvernement de cohésion nationale sera mis sur pied. Est-ce que cela a du sens, selon vous, qu'une année plus tard, on fasse un gouvernement d'union nationale? Pourquoi ne pas y aller directement? Mais là encore, le problème, c'est que si un gouvernement de ce type voit le jour, vous pouvez dire adieu à l'élection de 2016. Sauf si la feuille de route de ce gouvernement, c'est précisément de préparer cette échéance-là. Que Joseph Kabila se présente ou pas, ce gouvernement aura cette responsabilité. La communauté internationale peut être complice de ce jeu où on tourne en rond, parce qu'elle-même, elle tend la perche à M. Kabila en lui disant si vous voulez qu'on puisse financer... Exactement. Je crois que la communauté internationale doit se rendre compte que, à l'instar de 2011, où c'est vrai qu'elle est intervenue beaucoup moins massivement dans le financement de ces élections, c'est ce que recherche justement Joseph Kabila. Puisque une chose est de dire le recensement n'a pas eu lieu ou il a commencé en retard, mais on peut aussi prétexter le manque de moyens financiers. Je ne vous parle pas évidemment de la dégradation fort opportune du climat sécuritaire qui incitera à ce moment-là la communauté internationale à constater l'impossibilité d'aller à de telles élections avec une partie du territoire national qui serait dans le chaos. Donc, ce sont autant d'arguments qui plaident, selon moi, en faveur de Joseph Kabila. Mais a-t-il assez de soutien pour outrepasser les recommandations de la communauté internationale? Les recommandations de la communauté internationale sont purement consultatives, elles ne sont pas contraignantes. Tant que la communauté internationale ne met pas sur pied un dispositif contraignant, c'est-à-dire des menaces de sanctions par exemple, ou de représailles qui peuvent aller, je ne sais pas moi, la rupture d'un certain nombre de coopérations, ou tout simplement le gel des avoirs à l'extérieur, une mise en demeure de toute une série... voilà. Donc, là, pour l'instant, Joseph Kabila n'a pas de pression sur les épaules. Le plus important pour lui est déjà passé. Parce que vous savez que le M23 a focalisé l'attention de tout le monde. Aujourd'hui, le M23 n'existe plus sur le papier, même s'il y a encore ça et là des groupes armés qui restent très actifs. Mais c'est aussi une situation sur laquelle Joseph Kabila peut jouer.
et renvoyer dos à dos cette même communauté internationale. Alors je rappelle qu'elle est très divisée, cette communauté internationale, parce qu'on ne peut pas, par exemple, comprendre qu'un pays comme la France, qui est tout à fait consciente du fait que Joseph Kabila ne peut pas se représenter, lui donne presque un mandat de jouer un rôle dans la résolution du conflit en Centrafrique. Je veux dire, le meilleur moyen de remettre en selle quelqu'un qui est touché par la limitation de mandat, c'est justement de lui donner le sentiment qu'il est utile. Et à partir du moment où il se sent utile, il peut faire tout et n'importe quoi. Vous savez, je vous donne un exemple, puis à mon avis, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous savez qu'au Burkina Faso, M. Blaise Compaoré a le même problème, il ne peut pas se représenter. Sauf que le Burkina Faso fait partie des pays les plus vulnérables à la percée islamiste. Si la communauté internationale considère que Blaise Compaoré est le seul rempart contre ces gens-là, limitation de mandat ou pas, ils fermeront les yeux à un nouveau mandat. De la même manière, si Joseph Kabila arrive à se rendre utile, ce que dit aujourd'hui la communauté internationale peut ne plus être valable dans 1 an et demi ou 2 ans. Donc tout cela est question d'opportunité. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant et ne pas prendre pour argent comptant ce que fait la communauté internationale. Mais il faut une triple dynamique, je l'ai rappelé. Il faut qu'en interne l'opposition soit véritablement unie. Il faut qu'au niveau régional, il y ait une prise de conscience au niveau de l'Afrique et de la sous-région sur la nécessité de promouvoir l'alternance démocratique. Et puis, il faut qu'au niveau de la communauté internationale, il n'y ait pas de voix discordante s'agissant de la nécessité pour Joseph Kabila de respecter la lettre et l'esprit de la Constitution. D'accord. Et concernant la déclaration des forces politiques et sociales, Oui. le MLC Jumper Bemba n'a pas voulu signer de document avec l'UNC et l'UDPS. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je ne comprends pas la stratégie du MLC. Bon, c'est une stratégie que je me garderai de juger. C'est un parti qui est souverain dans ses choix et ses options politiques, mais je note qu'il y a de ça quelques jours, le même MLC s'opposait au calendrier Mano Mano. Mais paradoxalement, ce parti ne s'associe pas à une démarche collective qui consiste justement à demander qu'il y ait un calendrier consensuel. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ce parti a participé aux concertations nationales. Il n'y a pas une contradiction près. Hein. C'est sa responsabilité. Bon, l'objectif, c'est véritablement d'exercer le pouvoir. Mais pas le pouvoir. Peut-être. Mais écoutez, oui, peut-être. Voilà. Et donc, si l'on parle. Écoutez, officiellement, le MLC ne fait pas partie de l'opposition dite républicaine, hein, la fameuse plateforme qui a été mise sur pied, où d'ailleurs, ça semble être la Bérésina, puisque bon, l'entente n'est pas très cordiale entre les différents membres. Mais cette stratégie d'avoir un pied dedans, un pied dehors, à terme, desservira le MLC selon moi. Et je pense que ce parti a eu tort de ne pas s'associer à la démarche de ces partis politiques qui, une fois n'est pas coutume, se sont mis ensemble pour pouvoir faire ce fameux communiqué. Mais attention, ce n'est pas mettre en avant les intérêts du peuple. Oui, d'accord, mais ce n'est pas la première fois que tous ces partis-là se mettent ensemble pour faire une déclaration. Okay. Il y a eu des précédents, et après ça n'a rien donné. Je vous rappelle que déjà l'année passée, peu avant les concertations nationales, il y a eu le fameux conclave de l'opposition à laquelle n'avait pas participé le MLC. Pourtant, quelques semaines plus tôt, le MLC avait co-signé une déclaration avec notamment l'UDPS. Après, vous avez vu ce qui s'est passé. Chacun a joué sa propre partition. Donc, je dis prudence, et le chemin vers l'unité et la cohésion de l'opposition est encore long et semé d'embûches. D'accord. Kabila traite de terroriste la diaspora congolaise qui lui est hostile. Un petit mot. Donc, quelque part, je veux dire, nous voyons quand même que cette opposition-là a réussi à déstabiliser ce pouvoir-là. Je pense que par son activisme, par certains égards, certains aspects, oui, effectivement, ils ont réussi à perturber quelque peu la sérénité de Joseph Kabila. Mais attention, c'est un très long combat où les partis engagés ne jouent pas à armes égales. Joseph Kabila a pour lui les moyens financiers, sécuritaires, et donc ça veut dire qu'il dispose de moyens suffisants pour miner de l'intérieur un tel combat. Donc il appartient effectivement à ceux qui luttent contre ce pouvoir d'être tout à fait conscients
que la vulnérabilité de certains de ses membres ne tient en fait qu'aux moyens financiers qui sont opposés à ce combat, quel qu'il soit. Donc, prudence et vigilance, oui. D'accord. Dernier point, commission mixte RDC-Congo au sujet des expulsions de Brazzaville. La crise est-elle derrière nous? Mais avant qu'elle soit derrière nous, il faut voir que ça a été très mal géré et que voilà, la situation humanitaire elle est catastrophique pour ces réfugiés-là qui sont maintenant réfugiés dans leur propre pays et qui sont entassés dans des stades. Vous savez, dans cette affaire, Kinshasa a subi les événements plutôt que de les anticiper. Et même lorsque Kinshasa était en situation de prendre l'avantage, il ne l'a pas fait. C'est peut-être voulu, hein? Probablement. Mais je ne vois pas l'objectif derrière tout ça. Honnêtement, je ne vois pas. Créer une distraction, créer... mais d'accord, mais pour quel impact? Ils sont en bons termes depuis longtemps, et nous l'avons vu, nous le savons, avec Congo-Brazzaville. Oui. Et comme ça, sur base de rien du tout, on crée un petit incident, enfin un grand incident, puisque derrière tout ça, il y a des femmes qui ont été violées, des hommes qui ont été sérieusement brutalisés, il y a eu atteinte aux droits de l'homme. Et je veux dire, alors que ces deux pays sont... Les deux présidents sont en bonne entente. Je crois que il y a quelque chose de caché. Je pense que dans le chef de Kinshasa, l'option qui a été levée dès le départ, c'était de ne pas encourager l'escalade, verbale ou autre. Mais nulle part, ils n'ont jamais encouragé l'escalade verbale. Nulle part. A été tout en retenue, puisque même l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Kinshasa n'a jamais été convoqué. De la même manière que l'ambassadeur Christophe Muzungu, qui est en poste à Brazzaville, n'a pas été rappelé en consultation. Mais ça, c'est une tradition dans la diplomatie congolaise. Même lorsque le pays voit son honneur et sa dignité bafoués, c'est une sorte d'attentisme. C'est dommage. C'est dommage. Pour autant, cette fameuse commission mixte a fait des propositions. Bon, nous verrons ce que cela va donner, mais moi ce qui me gêne dans cette affaire, c'est qu'on a le sentiment qu'on efface tout et on oublie tout. C'est vrai qu'on a dit qu'il y avait une commission d'enquête. Bon, vous savez que le gouvernement congolais et les commissions d'enquête, ça ne marche pas très fort. Moi j'attends toujours les conclusions de la commission d'enquête du 30 décembre 2013, j'attends toujours les conclusions pour le meurtre du colonel Mamadou Ndala. Nous attendons beaucoup de conclusions de commissions d'enquête qui ont été mises sur pied et que nous ne voyons pas venir. Donc, ce qui a été pris comme décision là, c'est simplement une manière de calmer le jeu en attendant que les relations entre les deux pays repartent sur des bases plus saines. Mais je vous le dis comme je le pense, si réconciliation il y a officiellement entre Kinshasa et Brazzaville, ce sera malheureusement au détriment des innombrables victimes d'exactions et de violations des droits de l'homme. Mais entre eux, il n'y a pas eu de divorce, parce que nous voyons que même bien sûr. Ils continuent à vaquer à leurs occupations. Oui. La femme de président Sassou va à Kinshasa sans problème. Bien sûr. Et, voilà. Et inversement. Et ce que je peux dire encore en allant plus loin, c'est que est-ce normal que chaque fois que le Congo est attaqué, c'est des ONG qui montent au créneau pour essayer de... Mais ça a toujours été le cas. Et que nous avons un gouvernement totalement, je ne sais pas si on dit amorphe. Oui, tétanisé par des enjeux qui ne voient pas comment agir ou comment prendre ses responsabilités. Manque de leadership à la tête de l'État. Non, il y a une défaillance incontestable à ce niveau-là. Vous savez, quand vous êtes insulté, lorsque vous êtes humilié, que plutôt que de prendre vos responsabilités, vous tendez l'autre joue après avoir été giflé, je pense qu'on est en droit de se poser des questions. Et je crois que ces hommes devront un jour en répondre devant l'histoire. C'est clair. Une chose est sûre, nous ne devons pas baisser les bras, et rien n'est encore acquis pour 2016. Le chemin est encore long, rien 2 ans et acquis, demi. Mais il faut rester attentif et conscient sur le fait que les partis en présence ne luttent pas à armes égales.
C'est-à-dire que là, pour le coup, je pense sincèrement qu'il y aura une radicalisation du pouvoir s'il se sent acculé, et le pouvoir montre visiblement des signes de nervosité, puisque vous convoquez comme ça des ambassadeurs pour leur tenir des propos discourtois, mais qui fort heureusement, semble-t-il, n'ont pas été pris en considération, puisque vous avez vu la semaine passée que la communauté internationale, par le biais de ces 5 envoyés spéciaux, ont reçu l'opposition. Donc à ce niveau-là, je pense que le débat est clos, et que la sortie de Joseph Kabila à ce niveau-là s'est avérée nulle et sans effet. Donc, plutôt que de vouloir traquer les opposants pour savoir qui ont-ils rencontré, quand, comment et dans quelles circonstances, il s'agit plutôt de veiller sur les intérêts bien compris de notre peuple et sur la sécurité de nos concitoyens en montant au créneau pour des choses plus importantes. Lorsque l'intégrité physique de nos frères et sœurs est menacée, c'est véritablement de monter au créneau, d'aller à leur rencontre, d'exprimer son mécontentement, puisque la diplomatie aujourd'hui vous donne des outils pour pouvoir vous exprimer, mais quand vous ne les utilisez pas et que vous passez votre temps sur des futilités, il est clair que le peuple congolais est en droit de s'attendre à beaucoup mieux de la part d'un chef d'État. Pour terminer, et nous allons rester là, que pensez-vous que pensez-vous de la nouvelle stratégie du pouvoir de M. Kabila, qui est d'utiliser des sites internet qui sont beaucoup regardés par la diaspora pour essayer d'affaiblir l'opposition qui lui est hostile, par des distractions ou par d'autres attaques? C'est une guerre qui est tout à fait légitime dans le chef du pouvoir, dès lors que ce pouvoir est dans une logique de survie. Parce qu'elle investit. Ah oui, bien évidemment. C'est comme j'ai attiré votre attention sur le fait que le mouvement des combattants, ou tout simplement cet élan de résistance, doit rester attentif au fait que, en face de ça, il y a des gens qui déploient des moyens importants pour les réduire au silence. La chance des combattants, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est de pouvoir évoluer dans un environnement démocratique, où la liberté d'expression, de réunion, d'association est tout à fait dans l'ordre des choses, hein, ça relève de la normalité, mais qu'il faut néanmoins savoir que dans ce combat-là, il y a des maillons faibles, qu'il vaut mieux les identifier avant que, éventuellement, la métastase ne prenne et que le mouvement ne soit affaibli. Mais le pouvoir a de bonnes raisons d'utiliser ces moyens-là pour pouvoir assurer sa survie, bien sûr. Pour aujourd'hui, on en reste là. Merci.